Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour la deuxième soirée autour des commémorations anniversaires du printemps berbère d'avril 80. Et ce soir, nous avons le plaisir d'inviter Ali Genoun, jeune historien prometteur, si je peux me permettre, autour de la parution de son livre. De son livre qui s'intitule La question kabyle dans le nationalisme algérien, 1949-1962, qui est préfacé par Omar Carlier et postfacé par Mohamed Arabi, et qui est paru aux éditions du Croquant l'an dernier. C'est donc la deuxième soirée. Il y en aura encore deux autres. Demain, une rencontre autour de la question des convergences entre les luttes féministes et puis les luttes culturelles dans les processus de démocratisation. Et samedi, nous recevrons Saïd Saadi, qui fut bien évidemment un des principaux acteurs du printemps berbère et qui, coïncidence heureuse, vient de faire paraître le tome 2 de ses mémoires qui porte sur la période 67-87. Et donc, nous serons donc au cœur de l'actualité à la fois éditoriale et mémorielle. Alors, tout de suite aussi, je rappelle que l'ensemble des livres que nous présentons cette semaine est disponible en commande chez notre partenaire, la librairie La Maronite, qui se trouve au 35 rue des Maronites, dont le téléphone est le suivant, le 01 77 18 82 25. Et bien évidemment, l'ensemble des livres, des références, des articles éventuels seront mis très prochainement sur le site de l'ACB. Alors, Ali Genoun, tout d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui te remercie. Merci de m'avoir invité. Et donc, nous allons présenter ce que je crois être un ouvrage important par bien des aspects. D'abord parce que il y a le sérieux, mais à la limite, c'est la moindre des exigences que l'on peut avoir par rapport à un auteur. Mais enfin, quand même, parfois, il faut saluer aussi cette rigueur dans le travail. Mais aussi parce qu'effectivement, je pense que ce livre apporte beaucoup d'éléments ou ignorés, ou pas suffisamment mis en perspective, et nous montre une démarche, une attention à l'histoire, peut-être un rapport bien particulier à cette histoire. On parlera du ton, on parlera et peut-être que c'est un peu fort pour un travail d'histoire, mais de l'émotion qui perce parfois dans ce livre, dans vos rapports avec les témoins que vous allez interviewer ou dans la restitution d'un certain nombre de faits qui sont quand même douloureux. Donc, la première chose qui me semble important de dire avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans les éléments factuels à la fois de la crise dite, la crise de 1949 et la Kabylie dans la guerre d'Algérie, c'est une question de méthode. Vous y avez consacré beaucoup de temps, je crois. Je me semble me souvenir que les premiers entretiens remontent aux années 90, au mi-temps des années 90. Donc, on a au moins 25 ans de travail, d'archives, d'enquêtes et de documentation. Et je disais effectivement que l'on peut être surpris, non pas parce que la rigueur, c'est ce qu'on attend, mais parce que vous vous aventurez sur un terrain quand même miné. C'est-à-dire cette question de la place de la question kabyle dans le nationalisme algérien, aujourd'hui, c'est un champ de mine. Vous êtes pour cela entouré d'une méthodologie, de sources, etc., que vous citez, de nombreux témoins que vous citez, etc. Et lorsque vous n'avez pas forcément de réponse, vous soulevez les hypothèses et vous les pesez les unes les autres. Alors, cette méthodologie, comment vous avez abordé ce travail? Donc, déjà, pourquoi cette question? Pourquoi je me suis intéressé à la chose? C'est-à-dire que la première chose, c'est que j'étais en Algérie, on posait des questions sur cette question, mais aussi sur d'autres questions. Eh bien, il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse de la part de... Et je voulais travailler sur cette question. Et puis, on m'a conseillé, entre guillemets, de ne pas travailler sur cette question et de revenir plus tard pour l'aborder une fois docteur en histoire ou je ne sais pas.
Et la deuxième chose, c'est qu'on m'a aussi conseillé, toujours entre guillemets, de ne pas travailler avec un prof qui s'appelle Dahou Herbal. Et pourquoi? Parce que Dahou Herbal, c'est quelqu'un qui n'était pas en odeur de sainteté avec le système, pour ne pas dire autre chose. Et pardon? Et c'est pas que Dahou Herbal n'était pas en accord avec ce qui se faisait à l'université. C'était un petit peu un électron libre, hein, donc qui voulait que voilà, il fallait aborder l'histoire d'une autre manière et laisser libre cours à l'historien, à l'intelligence de l'historien pour travailler sur des questions qui fâchent. Voilà, donc, bon, enfin, je ne me suis pas inscrit en post-graduation en Algérie parce que je ne pouvais pas. J'étais le malvenu, comme on dit. Je n'étais pas le bienvenu. Et donc, j'ai travaillé seul et avec ce professeur. Puis, j'ai publié Chronologie du mouvement berbère. Et en venant ici en France en 2000, donc je me suis intéressé pas à cette question, mais au 19e siècle. Et j'ai travaillé sur l'autorité et le pouvoir en Basse-Kabylie. C'est une région, Tawarga, qui est une région mixte arabophone et berbère. Et bon, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais bon, il faut bien dire si je laisse tomber cette question berbère, c'est comme si je marchais je, sur les pas de mes enseignants de l'Université d'Alger qui m'ont donc refusé de travailler sur cette question. Et aussi, il y avait quand même des choses à clarifier. Toutes les questions que je me posais quand j'étais en Algérie ont refait surface. Et ici, il y a déjà certains témoins que je ne pouvais pas toucher avant, que je ne pouvais pas interviewer. Il y a aussi l'accès aux archives. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis investi là-dedans et j'ai choisi comme donc, directeur de recherche Omar Carrier, qui était l'un des rares à avoir touché du doigt la crise de 48. Voilà à peu près pourquoi donc cette question, je voulais aller plus loin que ce qui a été fait, à savoir le travail de Mohamed Harbi et de Carrier, mais surtout voir, essayer de voir comment les autres ont abordé cette question et tout le background que j'ai acquis en Algérie, donc mêlé de sentiments, de discours sur l'identité, dans une société qui traversait et qui traverse toujours un déni identitaire. Donc c'était aussi important pour moi de faire l'effort de travailler sur cette question. Oui, c'est déjà, comment dire, un de vos apports, un des apports de ce livre, c'est d'abord de faire de cette crise de 1949 un événement en soi, ce qui n'a jamais été le cas auparavant, c'est-à-dire que ça ne constituait, dans le meilleur des cas, quelques pages dans des ouvrages volumineux. Là, sur un livre qui, je crois, fait plus de 400 pages, vous consacrez au moins 200, au moins la moitié du livre, si ce n'était pas plus, à cet événement. Vous le reliez aussi, effectivement, à la guerre d'Algérie, notamment dans le cadre de la Wilaya 3, la Kabylie. C'est donc peut-être les deux nouveautés de votre travail. Oui, donc c'est vrai que j'ai consacré au moins la moitié, un peu plus de la moitié, Plus, mais oui. pas seulement parce que en fait, il y a toutes les conséquences de la crise, donc la continuité de la chose. Jusqu'en 1962, bien sûr, j'aurais aimé continuer, aller plus loin, mais bon, il aurait fallu
travailler encore plusieurs années, et ce qui n'était pas possible. Et aussi, faut dire la vérité, c'est qu'il y a une énorme rétention de documents de la part des militants. Donc, et surtout pour les militants après 1962. Et aussi les témoignages, parce que j'ai rencontré aussi de la réticence de la part de certains acteurs, euh, beaucoup moins pour les années 40, mais beaucoup plus pour les années après l'indépendance de l'Algérie. C'est ce que j'essayais de traduire tout à l'heure en disant que le terrain est miné, que Oui, l'enquête est difficile. oui, il est miné pour plusieurs raisons. Parce que, en fait, déjà, les gens sont où, où ils étaient, ou bien ils sont euh, militants, ou bien des responsables politiques. Hein. Et donc, c'est très difficile de les faire parler. Et aussi, en étant militant, c'est très difficile de parler de l'intérieur. Parce que, comme vous le savez, que les militants obéissent à des logiques. Parmi ces logiques, il faut sauvegarder la mémoire du groupe. Bien sûr, la question ne se pose pas seulement pour ces militants des années 40, mais aussi pour la plupart des groupes, que ce soit pour l'Algérie ou pour d'autres aires géographiques. Donc, il y avait aussi ce problème. Et les militants, donc, il faut qu'ils se posent, enfin, qu'ils défendent aussi des projets. Ce qui n'était pas du tout mon rôle, parce que sinon j'aurais choisi un autre. Et puis il y a un élément sur lequel nous reviendrons un peu plus en détail tout à l'heure, c'est que ce que vous racontez n'est pas toujours idyllique. L'histoire que vous racontez est cruelle et que je pense qu'il faut quand même, je vous le dis franchement comme ça, je pense qu'il y a une part de courage à faire ce travail, à le publier et à révéler ou à rappeler un certain nombre de faits qui sans doute ne plairont pas à tout le monde. Bien sûr, j'étais conscient et je suis très conscient de ça, mais mon directeur de recherche m'a énormément aidé, c'est-à-dire que il se posait les mêmes questions, c'est-à-dire que il savait que ce travail allait secouer, allait plaire, mais aussi pouvait poser des problèmes. Mais après, il faut se poser la question, soit on fait un travail militant et donc on s'inscrit dans la continuité, ou bien on essaye d'apporter quelque chose de nouveau et d'affronter les problèmes. En ce sens, c'est aussi un travail militant, si on veut. C'est-à-dire essayer de secouer les choses et de faire un travail, j'allais dire, scientifique, quelque chose qui apporte, bien sûr, notre société est une société qui n'accepte pas facilement la contradiction, ou bien, comme on dit, il faut que ce soit entre nous, quoi. Et d'ailleurs, certains témoins que j'ai interviewés, ils m'ont dit, et attention, on te donne des choses, mais il ne faut pas il ne faut pas cracher vers le ciel, sinon tu auras la salive sur ton visage. Donc, pour dire qu'il fallait faire le tri. Hein, voilà, il fallait donner une image de cette histoire, une image positive, hein, sans accroc. Hein. Et là aussi, j'ai rencontré des problèmes. Par exemple, quand on parle des différends entre les militants, parce que le groupe qu'on appelle souvent le groupe de Berak-Noun ou bien les perpéristes de 49, on les qualifie de groupes. Vrai, c'est plusieurs groupes en même temps. Et donc, l'histoire de ce groupe, il fallait la préserver pour eux, hein, pour les militants. Il fallait donner une image très positive
euh, voilà, la vie. Pour donner le ton de votre démarche et de votre ambition, vous placez en exergue une citation d'Amari Mash, qui est un des membres fondateurs, peut-être le principal fondateur de l'Étoile nord-africaine, qui dit, je cite donc la citation que vous placez en exergue, la vérité seule est constructive, ne laissez pas dénigrer ce qui est bien et déformer les faits. Car s'il est une chose qu'un peuple ne doit pas laisser déformer, ternir ou voler, c'est son histoire. C'est votre propos. Oui. Quelles qu'en soient les conséquences avec les uns et les autres. Absolument, bien sûr. Voilà. Vous savez, mon premier prof d'histoire, c'était mon père. Et pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'école au village. C'était un militant du FLN, du PPA, puis du FLN. Et puis, il a énormément subi. Puis un jour, je lui demandais des renseignements sur un village Harki. Il me dit, m'a dit, bon, ok, on va discuter sérieusement. M'a dit, tu sais, toi, j'étais étudiant en histoire, m'a dit, toi, un jour, tu vas devenir historien. Il faut faire attention à ce que tu dis. Hein, il ne faut pas faire plaisir à l'un et à l'autre, ou à l'autre. Hein, il faut être neutre. Alors, il m'a expliqué pourquoi ces gens sont devenus des Harkis. Et pourtant, ce sont des gens qu'il a combattus. Hein. Ce sont des gens qui ont assassiné des gens, etc., des Harkis. Et puis, il m'a dit, non, il faut faire la part des choses, il faut fouiller, aller et ne pas, justement, on parlait des témoins, il ne faut pas faire confiance à toutes les versions du passé. Donc, vous voyez, alors pour revenir à Image, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on donne une autre version, s'éloigne de l'histoire, eh ben, ça va devenir quelque chose de dangereux. Pourquoi? Parce que le passé, qu'on le veuille ou non, est toujours présent. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur cette première partie, cette crise de 1949. Qui sont les acteurs de cette crise? Oui, alors qui sont les acteurs? Bon, moi, je me suis beaucoup concentré sur les intellectuels. Bien sûr, hein, je l'ai expliqué dans le livre, il ne s'agit pas seulement d'intellectuels. D'ailleurs, le chef de cette, je ne sais pas si on peut l'appeler mouvance, ou, c'était un plébéien, c'était un ouvrier agricole, Wali Bennaï. Pourquoi je me suis focalisé sur ces militants? Pour une simple raison, vous savez très bien que l'historien, sans les documents, il ne peut pas travailler. Sans les informations, il ne peut pas travailler. Donc, j'ai trouvé énormément de choses sur ces militants, sur le groupe, ce qu'on appelle le groupe de Ben Aknoun. Et souligner une chose, c'est que à l'époque, on l'appelait pas groupe de Ben Aknoun. On l'a appelé plus tard, après la crise de 49. Et donc, ces gens sont tous venus de Kabylie, et plus particulièrement de Grande Kabylie, pour la plupart. C'est des gens qui ont fait l'école, donc qui sont issus de familles pas vraiment pauvres, peut-être parfois modestes, mais aussi de familles de commerçants, de familles qui étaient quand même assez importantes, comme la famille de Soddir, comme la famille comme la famille de Bouzar, qui avait des liens avec l'administration coloniale. Donc, il y avait des fils d'instituteurs comme Hajares, il y avait des fils de commerçants comme Ait Amran, mais aussi Belhoussine et d'autres. En fait, ces gens se sont rencontrés, ont fait connaissance, déjà, pour certains, déjà au collège de Tizi Ouzou, mais particulièrement au lycée de Ben Aknoun. C'est là où ils se sont rencontrés, et puis ils discutaient
ils discutaient de l'histoire, ils discutaient de la sociologie, hein, et ils discutaient aussi de la littérature. Et ils ont commencé à réfléchir sur l'Algérie. C'est quoi l'Algérie? Et certains ont adhéré au PPA bien avant donc le lycée leur arrivée au lycée. Si je donne des détails, vous m'arrêtez parce que Non, 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 très bien. je suis très. Et donc ils arrivent au lycée. Pour certains, ils étaient déjà au PPA. Pour d'autres, ils vont intégrer le PPA au sein du lycée. Et le parti le renvoie Ali Benay, qui était donc un militant très connu à l'époque, à Alger, et il prend donc contact avec eux, c'était pour les organiser. Et c'est ce qu'il a fait. Hein, il a organisé, et je pense qu'il a énormément évolué, lui aussi, au contact de cette jeune génération. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, donc point de vue géographique, ils viennent tous de Grande Kabylie et pour la plupart, ils viennent de la Haute Kabylie. Le seul militant qui vient de ce qu'on appelle, je n'aime pas le mot, Kabylie, oui, parce que ça renvoie à autre chose, petit. Et d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, hein, pourquoi on a donné ces noms de petite et grande Kabylie. Et donc, le seul, c'était El Hussein. Mais on retrouve d'autres dans l'immigration, par exemple, Sahli. Et donc, on peut l'expliquer par exemple, l'école. Ça passe aussi par l'école. Les gens, là où il y a des écoles, donc il y a une promotion, hein, promotion par l'école. Alors, le point le plus important pour moi, pour cette époque, et ce qu'il souligne aussi, les militants, c'est qu'ils réfléchissaient en groupe, hein, ils discutaient énormément, énormément. Mais attention, ils ne discutaient pas seulement entre eux, entre Kabyles, parce qu'il y avait aussi d'autres militants qui n'étaient pas Kabyles. Et le parti leur demande d'aller en Kabylie en mai 45 pour essayer de soulever cette région, comme il l'a fait d'ailleurs, mais avec d'autres militants qui n'étaient pas intellectuels, pour Saïda, pour l'Ouest algérien. Pourquoi tant que la Kabylie? Parce que le parti croyait qu'il y avait une organisation assez poussée, ce qui n'était pas le cas. Il y avait des militants, hein, mais des militants mal formés. Ces militants étaient bien sûr en contact avec l'immigration, mais dans la plupart des cas, c'était des militants de base qui n'avaient pas une organisation poussée. Donc, ils y vont, c'est 5 militants. Donc, ils sont convoqués par Benay. Ils étaient volontaires, hein, c'était pas. Donc, ils arrivent en Kabylie, ils essayent d'organiser donc le parti, et là, ils se sont rendus compte que c'était du vide. C'était vraiment du vide. Et ces militants ont appartenu à des groupes de scouts. Hein. Ils ont même eux-mêmes créé des groupes de scouts en Kabylie, mais aussi dans l'Algérois. Et ils se sont appuyés sur ces groupes de scouts pour organiser quelque chose comme des combattants, des combattants honnêtes. Voilà à peu près, si on veut. Oui, vous expliquez aussi effectivement que grâce notamment à Wali Benay, ils vont très vite être promus à des postes importants au sein du PPA-MTND. Absolument. Déjà, Benay il a permis à ses militants d'être en contact avec la direction, parce qu'il les a fait participer avant mai 45, donc en mars 45, aux réunions des AML, au congrès des AML à Alger, ce qui n'était pas rien du tout. Donc, ils se sont
enfin, ils étaient en contact avec, ils ont discuté avec des militants du PPA, mais aussi de ce qui va devenir plus tard l'UDMA et des ulama. Donc, ils ont, et des communistes aussi. Donc, il y avait ces contacts fructueux pour ces militants. Et on retrouve après, hein, on retrouve ces contacts avec d'autres militants au sein de la direction. Donc, ils arrivent, Bennaï est promu responsable de la Kabylie. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce que le chef de Kabylie a été arrêté. Khalid a été arrêté, donc il a été remplacé par Wali Bennaï. Et, et c'est là où je n'aime pas le mot groupe, mais où ces militants vont jouer un rôle extraordinaire. C'est que aussi, ils vont contacter des gens, ils vont travailler avec des militants de base et ils vont les aider dans leur formation politique. Et la formation politique, c'était beaucoup plus des discussions sur la Révolution française, par exemple, sur des questions politiques, sur l'histoire du parti et bien sûr sur le devenir de l'Algérie. Oui, parce que donc, vous insistez oui, beaucoup, effectivement, sur le niveau de formation, finalement, de cette génération, les exigences intellectuelles, programmatiques. Et justement, on arrive à la question de savoir, lorsqu'on les présente comme contestataires, sur quoi reposent finalement leurs revendications, quels sont leurs desiderata, qu'est-ce qu'ils contestent ou qu'est-ce qu'ils proposent comme évolution à l'intérieur du parti. Très bien. Alors, donc, la première chose qu'ils contestent, donc, liée justement à cette période de 45-46, c'est que le parti leur a demandé de participer aux élections. Alors, ils se sont posé la question, mais les élections, c'est péché, c'est haram. Comment le parti a construit toute son idéologie sur ça, et plutôt toute sa stratégie sur ça, et là, hein, il leur demande de participer aux élections. Donc, c'était un problème, déjà, le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'ils ont essayé de réunifier les deux Kabylies. Donc, la Kabylie de l'Est et la Kabylie de la Souma, mais la Kabylie de l'Ouest, et le parti n'en voulait pas. Voulait pas de cette réunification. Eux, pourquoi? Et ils sont partis d'un principe. C'est qu'après mai 45, le parti a été déstabilisé dans cette région, enfin, dans tout l'Est algérien. Et donc, ils se sont dit, bon, on est Kabyles, on a des affinités, on a des relations, il y a le commerce, il y a des familles, et donc, pourquoi ne pas organiser cette région? Peut-être que Bennaï avait d'autres idées dans la tête, je ne sais pas, mais c'était l'explication que les militants m'ont donnée à Itamed et d'autres. Donc, le troisième point, c'est le manque de clarté, de stratégie. Mais bon, ok, les élections, mais où après, et après les élections. Et donc, ils ont profité de l'occasion. C'est que, bon, ils ont dit, ils ont fait un travail avec d'autres fédérations du PA et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas les seuls à, à ne pas accepter cette proposition du parti. Donc, ils ont poussé la direction à accepter pas un congrès, mais une réunion nationale. Et c'est là où cette fédération de la Kabylie se distingue. C'est qu'ils ont réfléchi, ça s'est passé en 1946, ils ont réfléchi ensemble, ils ont débattu ensemble en Kabylie et à Alger, et ils ont fait un rapport. C'est le premier rapport que cette fédération a établi. Donc, que dit ce rapport? Il dit, bon, on n'est pas d'accord, mais on peut accepter de participer aux élections
à une condition, c'est qu'il faut tenir un congrès. Un congrès pour permettre à tous les militants, enfin, les militants, tous les représentants des sections du PPA, hein, de s'exprimer. Et bien sûr, le PPA, la direction n'en voulait pas. Alors, ils ont dit, si vous ne voulez pas de congrès, nous, on arrête les cotisations. Oui. Ah. Et donc le parti était obligé d'acculer, donc il était obligé de... Et c'est en février 47 que se tient ce congrès. Et aussi, durant ce congrès, la direction du PPA à sa tête, hein, a fait un rapport extraordinaire, hein, et ils se sont retrouvés face à des gens qui ne voulaient pas d'une lutte armée. Ils ont dit, bon, il faut attendre, il faut, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais il fallait attendre. Donc, la direction de la Kabylie a dit, il n'est pas question d'attendre, il faut préparer cette lutte parce que il y a eu le 8 mai 45 qui a montré aux militants du PPA qu'il n'y avait qu'une seule voie pour libérer le pays, c'était la voie armée. Aussi, je dis, à tort ou à raison, je ne sais pas. Donc, donc le PPA, donc la direction accepte. Donc, il y a l'organisation de l'OS, enfin, ils ont mis pied l'organisation spéciale, secrète. Puis, ils ont gardé le PPA clandestin, et puis, ils ont gardé aussi le MTLD comme étant une vitrine officielle. Et ils ont placé donc Ait Ahmed comme le second chef de cette organisation. Et c'est là justement, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est là que ces militants vont entrer au comité central ou bien au bureau politique. Donc, Omar Sadiq et Ahmed, à partir de 1945, feront partie donc, du cercle bureau politique. Et Wali Benay, Ammar al-Kmouda, Saïd Bouza on fait partie du comité central. Voilà à peu près. C'est là donc que, pour la première fois depuis très longtemps, l'histoire nord-africaine, pour la première fois que des militants, des cadres de Kabylie, je ne dis pas Kabyle, il y avait des Kabyles, mais d'Algérie, mais des Kabyles de la Kabylie, des Kabyles de l'organisation de la Kabylie, hein, qui font donc partie, qui intègrent la direction. La deuxième chose, c'est que ce sont des intellectuels. Intellectuels, après, c'est des étudiants. Et donc, voilà, c'est extrêmement important pour la période, quand on met les choses dans le contexte, c'est extrêmement important pour cette période. Donc, ils font, j'allais dire, éruption au sein de la direction. Donc, et là où ils vont toucher du doigt une deuxième fois les limites du parti. Et ils vont poser, bien sûr, des problèmes. Le premier problème, c'est un problème d'orientation. Où va-t-on? Où va le parti? Deuxième problème, c'est le problème de... donc, le premier, c'est où va le parti? C'est un problème, c'est une direction un petit peu déconnectée des réalités. La deuxième chose, c'est le problème démocratique. Parce que, ils ne savaient pas, par exemple, qui a décidé de les intégrer dans le parti, plutôt dans la direction du parti. Donc, ils ont posé la question, ils ont dit, comment on copte des gens, parce que c'est une cooptation, parce que c'est une petite direction, les postes n'ont pas été distribués au sein du Congrès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vote, et ce sont des gens qui sont réunis en dehors du Congrès et qui ont décidé, voilà, un tel sera membre du bureau politique et l'autre. Donc, ils n'ont pas compris et ils n'ont pas accepté cette façon de faire. Donc, ce que vous montrez, sur ce quoi vous insistez d'entrée, c'est qu'effectivement, on est
on est face à un certain nombre de militants, une nouvelle génération formée et qui a des exigences programmatiques. Ce sont en général des radicaux, ça sera important de le souligner quand on les accusera effectivement d'être euh, pour leurs engagements identitaires et culturels pour l'Algérie, on les accusera de faire le jeu du colonialisme. Ce sont des militants qui en appellent à la lutte armée. Et leur souci programmatique, leur souci de définir de qu'est-ce qu'il en sera après, les conduit à définir ou à esquisser les contours de ce que serait la nation algérienne. Et c'est là aussi où la question culturelle et identitaire va rentrer en ligne de compte, alors qu'elle ne se pose pas a priori là, dans ce que vous dites. Oui, elle ne se pose pas. C'est que, alors, une chose extrêmement importante, moi j'ai rencontré un militant de Rardaya, pas Mozabit, Chaambi, donc arabophone. Et puis, je l'ai rencontré comme ça, on discutait, il m'a dit, ah, vous travaillez sur cette question? Je dis, oui. Il m'a dit, est-ce que vous connaissez Kalam Mazir? Je l'ai regardé comme ça, je dis, oui, ben oui, je connais Kalam Mazir. Et puis, il me l'a chanté. Il m'a chanté Kalam Mazir en kabyle, alors qu'il ne parle pas du tout kabyle. Alors, je lui dis, mais comment ça, comment vous l'avez connu? Est-ce que vous l'avez connu, je ne sais pas, vous étiez avec des camarades? Il m'a dit, mais non, il m'a dit, euh, beaucoup de militants, plusieurs militants connaissaient ce chant à l'époque. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Et parce que c'est révélateur, parce que il n'y avait pas de problème. Et que les Algériens ont accepté facilement ce chant parce que c'est un chant qui parlait de l'Algérie, c'est un chant patriotique. Hein. Donc il était accepté, comme était accepté d'autres chants d'Eitham ou bien d'Eitham. Alors, c'est quand, ça c'est mon avis, c'est quand ces gens ont commencé à poser des questions et à insister sur des questions politiques, notamment là, le manque de démocratie au sein du parti et le passage à l'unité armée, c'est là où ces gens ont pensé à mettre en avant donc leur engagement pour, quand je dis ces gens, la direction a pensé à mettre en avant donc ce problème, cette question plutôt ethnique. Un autre point essentiel, c'est que le parti s'est réuni en une aile du parti s'est réunie en décembre 49, plutôt pardon, décembre 48. En décembre 48, le parti a décidé, c'était à Zeddin, dans l'ouest algérien, le parti a décidé de passer, de préparer, de passer à une autre étape pour préparer la lutte armée. Donc il a donné le quitus, il a dit à l'os, allez-y, il n'y a pas de souci. Nous sommes en décembre 48 et la crise éclate en février, mars 49, c'est-à-dire 2 mois après. Et moi, quand j'ai posé la question à certains qui n'étaient pas du tout kabyles, ni favorables à la question berbère, à la pluralité de l'Algérie, dire la vérité, enfin, pour dire, ils étaient des arabos, ils sont restés jusqu'à un moment. Par exemple, Mahtas, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que ces gens qui ont été arrêtés pendant cette crise et tout, qui ont été exclus, est-ce que vous ne pensez pas que derrière, il y avait une volonté d'escamoter le projet insurrectionnel? Et il m'a dit, mais bien sûr, et bien sûr, il m'a dit, je ne peux pas aller jusqu'à dire que la direction a donné ces gens, mais il y avait quand même un travail là-dessus, un travail derrière. C'est-à-dire que les gens n'acceptaient pas et la direction, enfin, le fait de découvrir l'os, par exemple, le fait que cette crise éclate arrangeait beaucoup plus la direction que les radicaux comme vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, et peut-être même plus qu'un mot, sur un document important de cette période? C'est la brochure L'Algérie libre vivra, qui synthétise peut-être
l'ensemble des griefs, l'ensemble des revendications, et qui a failli disparaître même des archives, parce que je crois que c'est un document qui a été retrouvé par Mohamed Arbi, je crois, et qui, bon, alors en tout cas, voilà, c'est une brochure de 55 pages, je crois, extrêmement importante, et qui rassemble un certain nombre d'éléments qui nous permettent de comprendre quelle est la démarche de ces contestataires. Bon, alors, tout à l'heure, vous parliez des militants, et je reviendrai sur le contenu. En fait, Mohamed Harbi, quand c'est Barouk Belhoussine qui l'a retrouvé. Donc, il la donne à Harbi. Et avant de la donner à Harbi, il l'a donné à certains militants de 80, des cadres de 80. Alors, ces militants, il y a la trace dans Tefsut, ils ont repris, je ne sais pas, 2 ou 3 pages. Alors donc, il s'appelle Hussein était furieux. Moi, je l'ai interviewé. Mais pourquoi il ne voulait pas de ce document? Et, dire la vérité, je n'ai pas d'explication. Et donc, il a donné à Harbi, de passage à Paris. Donc, il a donné, voilà, j'ai retrouvé la brochure et Harbi l'a publiée en entier en 1987 dans la revue Souel. Et donc, pour revenir à l'histoire de cette brochure, et vous avez absolument raison de souligner son importance, c'est capital, parce que on retrouve donc ce débat aujourd'hui. Et en plus, la revue a été reprise par le parti qui l'a interdite. Et elle a été reprise déjà en 49. Elle a été reprise plusieurs fois. Hein. J'ai donné des détails dans le livre. L'origine, donc, il y a 3 militants. Donc, Ider Louatani, c'était un pseudonyme. Hadjares, Hanim et Belhoussi. Mais, en réalité, il n'y avait pas que ces 3 militants. Il y avait d'autres militants arabophones qui ont participé à la rédaction. Sauf que, alors, l'origine du projet, c'est que vers novembre-décembre 47, le parti a demandé à Ammar al-Hamouda de contacter, parce qu'Ammar al-Hamouda était étudiant, et donc de contacter des militants pour écrire une sorte de rapport où il fallait un rapport qu'ils allaient présenter aux Nations Unies en novembre, je pense, décembre 48. Donc, et donc, c'est Omar Hamouda, donc il a demandé ces gens, et ces gens se sont mis au travail. Ils ont énormément travaillé, ils se sont répartis les tâches, et Belhoussin se sont focalisés sur cette idée de nation. Alors, le projet, initial, c'était de prouver que la nation algérienne existe. Parce que le colonialisme, l'idéologie coloniale disait qu'il n'y avait pas de nation algérienne, etc. Donc, ces militants voulaient prouver que la nation algérienne existe. Non seulement elle existe, elle a toujours existé. Bon, ça se discute. Mais oui, parler de nation depuis Jugurtha, ça se discute. C'est une notion récente dans l'histoire. Donc, c'était ça. C'est-à-dire que c'était pour défendre l'Algérie aux Nations Unies, montrer au peuple du monde que l'Algérie existe. Et puis, le deuxième volet, il y avait un volet économique. Hein, pour dire, voilà, le colonialisme est un colonialisme aussi qui a réduit les Algériens à la pauvreté, qui a on appelle ça, extrêmement profité des richesses de l'Algérie. Donc, voilà. Et ils ont fait ce travail, ils l'ont donné au parti. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, le rapport final qu'ils ont présenté à l'ONU était amputé d'une partie. Et contrairement à ce qu'on dit, hein,
pourquoi le document dit que l'histoire de l'Algérie commence à partir de... Parce que tout simplement, j'ai lu le document de 48. Je l'ai retrouvé dans les archives. Il faisait référence à Massinissa, il faisait référence à Jugurtha, etc. On peut le comprendre, hein, c'est très facile, hein, parce que les premiers à parler de Jugurtha et de Massinissa, c'était les ulama. C'était les ulama pendant les années 40, en 1930, 1931. Donc, et ça aussi, hein, il faut le replacer dans son contexte. Hein. Euh, donc, je ne pense pas, enfin, Messali ne pouvait pas nier l'existence de Massinissa ou de Jugurtha, mais il n'a fait que, je ne sais pas, c'était quelque chose de très, très bref. Voilà. Et donc, ces militants, quand ils ont vu le document, ils se sont dit, pourquoi ils ont amputé cette partie? Et donc, il y avait une idée derrière la tête. Et donc, voilà, ça a fait polémique. Et ce document, qu'est-ce qui est? Donc, comme je l'ai dit, hein, oui, pardon. Donc, ils l'ont repris pendant la crise, l'ont repris, c'est-à-dire qu'ils ont repris le document et ils l'ont réécrit pendant la crise et ils ont mis ce qu'on voit dans ce document. Ils ont axé le travail beaucoup plus sur la définition de la nation algérienne. Et on voit hein, que c'est une définition tout à fait nouvelle qui n'adhérait pas à la définition des ulama, qui n'acceptaient pas la diversité, hein, alors que eux, hein, ils mettent en avant cette diversité. C'est une diversité large, hein, donc c'est une définition large de la nation algérienne. Hein, ils ont abordé donc berbères, ils ont abordé les juifs, la place des juifs, la place des Européens. Hein. Donc voilà, c'est extrêmement important et extrêmement riche pour la période et pour aujourd'hui aussi. Et comme vous le dites, effectivement, c'est la première fois qu'un document, où on défend explicitement la diversité culturelle, où on peut même se demander dans quelle mesure, finalement, il n'était pas ce document et les rédacteurs, les différents groupes qui ont participé, ne serait-ce qu'à travers des discussions à l'arrivée de cette rédaction, est-ce qu'il n'était pas déjà par trop moderne, prémonitoire, et anticipant un certain nombre de choses, et même jusqu'à dans la définition de la nation à construire, s'émancipant encore davantage finalement du système colonial, en tournant le dos à une forme de jacobinisme. Absolument, absolument. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Et, et c'est vrai, c'est la première fois, c'est la première définition l'Algérie, de l'Algérie dans sa diversité. Quand je dis diversité, ce n'est pas seulement les éléments qui constituent notre société, mais aussi l'histoire. Hein. L'histoire, il fallait pas, comme l'a dit Image, il fallait pas favoriser une période sur une autre. Il fallait retourner aux racines. On veut, comme on les appelait à l'époque, les nuits, enfin les moments obscurs, voilà, la préhistoire. Et en lisant déjà le document, quand, il n'aborde pas l'invasion arabe du 7e siècle. Moi, j'ai posé la question. Ils m'ont dit que c'était Kahina, c'était pas vu comme étant, c'était un symbole. Mais ils ne pouvaient pas la présenter comme étant quelque chose. Pardon? Comme une résistante. C'est une résistante, mais c'est une résistante qui a accepté, comme l'a dit d'ailleurs Ibn Khaldoun, qui a accepté l'islam par la suite. Donc, pour qu'il n'y ait pas de choses, confrontement entre eux et la direction.
Alors, c'est très important que je reviens sur le contexte, que l'objectif de ces militants, c'était justement d'expliquer expliquer que cette question de berbérisme ne pouvait pas exister, que ces gens n'étaient pas berbéristes, qu'ils étaient des nationalistes, comme on peut le dire, radicaux, qui ont organisé un peu partout en Algérie, du moins pour la Kabylie, l'Algérois et l'Ouest, des sections du PPE, pas seulement des sections du PPE, mais des sections aussi armées de l'organisation spéciale. Alors, comment traiter ces gens de berbéristes, alors qu'à l'époque, berbériste voulait dire donc des gens qui voulaient diviser la nation, des racistes, on les retrouve dans les documents, et des gens qui voulaient diviser la Oumma, la nation musulmane, et qui pouvaient donc être que des alliés du colonialisme. Donc, vous voyez, donc c'est-à-dire que et on retrouve ce discours dans les écrits, par exemple, de El Khadda. Il le dit carrément, hein, il n'y a rien à. C'est-à-dire qu'il le dit, il dit d'ailleurs, dès le titre du chapitre, berbérisme, je ne me souviens pas exactement de égal colonialisme, quelque chose comme ça, division. C'est la première forme de répression, à la limite, au C'est ça. sens où voilà, c'est assimiler des revendications de structure, de démocratie, d'évolution politique, de définition de la nation au colonialisme et une forme de racisme. Voilà. Et Alors, ça va durer. et pour vous dire, j'ai interviewé des gens parce que vous savez, le parti a mis sur place des commandos. Des commandos, c'est-à-dire des groupes de militants qu'ils armaient. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'armes à feu, mais c'était des gens qui allaient faire, comme la police, des perquisitions chez les militants donc contestataires. Et ils ont tabassé pas mal de gens. Ils ont tabassé, comment il s'appelle, c'est un de Bouzard, ils ont cassé ses lunettes, puis ils l'ont vraiment amoché. Et puis, ils ont tabassé aussi d'autres militants comme Belfoussine et d'autres. Fat a failli être assassiné en Kabylie par Kerem Belkacem. Et la crise ne s'est pas seulement déroulée en Kabylie, mais en premier lieu en France. Il y a eu des bagarres incroyables dans les cafés. Le café le plus connu à l'époque, c'était le café de Rabah, comme on l'appelait. Et c'était 59 rue Ordeneur, dans le 18e. Et il y avait des bagarres. Et donc, le parti ne voulait pas que ces gens s'expriment. Hein. Et les ordres donnés, c'était de les chasser du parti et de leur interdire tout rassemblement, mais aussi toute prise de parole au sein du parti. Et donc, il y avait une violence inouïe, une violence vraiment incroyable durant cette période. Et ce que vous montrez aussi, c'est que dénigrement, violence, utilisation aussi finalement d'autres Kabyles pour régler l'affaire, notamment en Kabylie, comme vous le signalez là. Oui, absolument. On retrouve. Alors là, en France, c'est pire. Enfin, ça s'explique parce que, en fait, en France, l'écrasante majorité de l'encadrement était militant aussi du PPA et Kabyle. Et je disais tout à l'heure, donc en Kabylie aussi, ils ont envoyé les choses. Donc, vous disiez tout à l'heure des choses qui vont mal. Ils ont envoyé Abdel Arman pour condamner ces gens et pour les exclure. C'est ce qu'il a fait. Il a fait le travail.
Et j'ai repris le témoignage de Zmerli, alors qu'il a reçu à Tizi Ouzou avec une liste. Alors il m'a dit, quand j'ai vu la liste, j'ai dit, mais waouh, tout ça, tout ce monde. Mais vous avez oublié un élément. Alors Adban le regarde, il dit, mais lequel? Il dit, moi, vous m'oubliez. Comment vous excluez Benna et vous excluez tous les autres et moi, vous me laissez. Et il a été exclu quelques semaines après. Alors, je reviens sur la violence. C'est que quand, parmi ces gens, donc j'ai interviewé, j'ai eu la chance de rencontrer des membres de ces groupes de choc. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça voulait dire berbérisme? Pourquoi vous les avez chassés, vous les avez... Ah, elle m'a dit, bah, tu sais, on ne savait même pas ce que ça veut dire berbériste. On ne savait même pas que ça veut dire matérialiste, etc. Je dis, mais on n'avait pas le niveau pour comprendre. Bah, ils nous ont dit, c'est des ennemis du parti. Eh ben, elle m'a dit, celui qui touche au parti, eh ben, c'est comme On le tue. ah oui, mais Saleh, c'était un dieu. Et le parti, c'était la famille. Hein. Vous touchez à la famille, on part. Voilà. Et c'est la prunelle de nos dieux. Et donc, ils les ont tapassés comme ça, sans comprendre quoi que ce soit. Et d'ailleurs, même les militants qui ont été exclus ne comprenaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire berbérisme? Qu'est-ce que voulait dire le mot berbéro-matérialiste? Oui. Alors, il y a un qui me dit, il m'a dit, j'ai regardé le dictionnaire pour voir ce que c'était berbéro-matérialiste. J'ai pas trouvé. Oui, il a été exclu, lui aussi. Alors, quelles vont être les conséquences finalement de la répression et puis l'échec de la contestation, que ce soit sur un plan de structure, sur un plan politique, programmatique, et bien évidemment sur un plan de la définition d'une nation plurielle, dynamique, mouvante, etc. Alors, déjà sur les militants, les conséquences sur les militants. À partir de 1949, euh, aucun militant ne pouvait parler d'Algérie plurielle parce qu'ils savaient qu'ils allaient être justement euh, montrés comme des diviseurs, alors que eux, c'était des nationalistes indépendantistes. Et la deuxième chose, déjà, l'exclusion, c'était une mort politique pour eux, parce que le parti, ils se sont investis énormément. Des gens ont quitté leur famille. Omar al-Siddiq a été exclu de sa famille. Et après, il se retrouve, sa famille, c'était sa deuxième famille, c'était le parti. C'était fini. Et d'autres, hein, il n'y avait pas que Omar al-Siddiq, il y avait d'autres militants. Et à partir de 49, hein, c'est fini. Le débat était clos. Était clos sur cette question de pluralité. Hein, cela, on le verra après. Et ça va servir aussi, par exemple, à Karim Belkacem, d'assassiner Ben Wali et Ammar Hamouda et d'autres qui gênaient, qui ne posaient pas du tout cette question de pluralité, ni de berbérisme, ni de. Hein, il avait peur d'eux, donc il les a assassinés justement en disant que voilà, c'était des berbéristes. C'était des berbéristes, donc des gens qui voulaient diviser le FLN, qui voulaient diviser l'Algérie et qui donc travaillaient avec le colonialisme. Et à partir donc cette définition, la définition du parti s'impose. Donc c'est la définition des Oudaba. Hein. Donc l'Algérie est arabe, musulmane, et la boucle est bouclée. C'est fini. On n'en parle plus. Tous les gens qui veulent mettre en cause cette définition étaient assimilés à des gens, à des impérialismes, des diviseurs, à des racistes. Donc, à partir de 1949, c'est fini. Dès qu'on voit un petit groupe
de Kabyles se regrouper autour de je ne sais pas quoi, et on les accuse d'être kabylistes, hein, d'être d'ailleurs, l'ironie du sort, c'est que Klim a été, lui qui a combattu ces contestataires en 1949, et se retrouve accusé de kabylisme pendant la guerre. Bien sûr, ce qui est faux. Il avait des ambitions, certes, mais dire que Klim était kabyliste. Oui, ça devient le chiffon rouge idéologique que l'on agite pour effrayer Et surtout exclure exclure. exclure de la course. C'est-à-dire que, Sur la crise de 49, il y a un autre enjeu mémoriel pour le coup, c'est comment la qualifier. Je vois que dans votre livre, vous proposez un certain nombre vous rapportez plus exactement un certain nombre de définitions, une crise politique, une crise de structure, une crise de l'algérialité selon Belhussein justement, une crise de la démocratie selon Itamran, etc. Saïd Saadi qui dit que c'est une crise anti-berbère. J'ai même repris comment le bon mot d'ailleurs d'un chercheur dont j'ai oublié le nom qui parle d'une crise dite berbériste sans berbériste. Comment Yassine Temlali. Temlali, voilà. Oui, oui. Oui, oui, absolument. Et je suis entière. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, euh, euh, alors, euh, qui a imposé cette définition? Ce sont les vainqueurs. Les vainqueurs de 49 ont imposé cette. Alors, ils ont imposé deux choses. Déjà, que la crise a été courte, alors que ce n'est pas vrai. C'est une crise qui a duré au moins une année. Je dis au moins parce que officiellement, hein, ils ont cessé de s'opposer, enfin, de contester l'interaction à partir de mars 50 après la découverte de l'os. Mais le travail a continué. La deuxième chose, hein, ils voulaient la mettre dans un cadre kabyle, donc la Kabylie seulement, alors que la, la, la crise, et je le montre bien, je pense, dans le livre, a touché tout l'ouest algérien. Donc, vous voyez, alors, ce sont donc les militants de 49, les militants de la direction, qui ont imposé cette définition. On retrouve donc dans les écrits, comme les écrits de Khaddam. Mais on les retrouve aussi dans les écrits de Lion de Djebel, qui est, à mon avis, oui, il est allé très loin jusqu'à dire que ces berbéristes devaient mourir. C'est vraiment, c'est très poussé comme chose. Euh, et les militants de ce qu'on appelle les berbéristes de ça les arrangeait parce que ça les arrangeait de la définir comme berbériste plutôt, parce que c'est un moment fondateur pour eux. Hein. Ils trouvent un moment fondateur. Et comme tout mouvement, trouver un moment fondateur, c'est formidable. C'est pour dire que, voilà, nous, on a toujours été marginalisés, on a toujours été mal compris, on a toujours été chassés enfin, par le pouvoir. Hein. Ce qui est vrai. Hein. Il y a toujours une répression contre les gens qui portent cette idée. Voilà. Donc, en fait, elle arrange, cette définition arrange, est-ce que je vais dire tout le monde, sauf les vaincus, les victimes de cette crise, à savoir donc les Belhoussin, les Hannin, les Aït-Hamran, etc. Et donc, eux, quand ils entendent parler de crise berbériste, ils sursautent. Depuis longtemps, on dit que ce n'était pas une crise berbériste, on n'était pas des berbéristes, et là, les gens nous collent cette étiquette, y compris chez les Kabyles. L'autre partie du livre est consacrée à la guerre et vous faites le lien sur bien des points, hein, sur justement la permanence de cette
de cette animosité, la permanence de la suspicion, l'utilisation du chiffon idéologique pour discréditer, comment dire, chasser du parti, voire même pour procéder à des liquidations Oui, physiques. Donc la permanence, elle est là et elle va courir tout le long de cette guerre, y compris d'ailleurs au sein de l'encadrement kabyle. Mais vous montrez, on va aller un peu plus vite sur cette partie parce que le temps passe, mais un de vos apports, c'est de dire qu'entre 1949 et 1954, la Kabylie a été dirigée par plusieurs dirigeants et pas seulement par Temel Qassem, comme c'est souvent rapporté. Et vous montrez bien aussi qu'en 1954, malgré la répression, malgré les séquelles de la crise de 1949, malgré les mises à l'écart, parce que pendant cette période, la Kabylie sera mise à l'écart du paradigme du parti, des décisions du parti, sera complètement ostracisée. Les militants kabyles ne sauront absolument pas de ce qui se passe au sein du parti et des luttes entre le comité central et la direction messaliste. Malgré aussi le fait que, par exemple, dans les préparatifs du 1er novembre 1954, Mohamed Boudiaf était plutôt très suspicieux, si ce n'est hostile, envers les dirigeants kabyles, qui tantôt, effectivement, reprenaient l'antienne de berbéristes, séparatistes, etc., ou alors par trop messalistes. Mais finalement, en 1954, la Kabylie est incontournable et elle va s'imposer. On ne pouvait pas imaginer le 1er novembre 1954 sans la Kabylie, malgré tout cela. absolument. Absolument. C'est que quand ils se sont rendus compte que, c'est-à-dire que comment passer à l'action armée sans la Kabylie. Mais attention, la Kabylie, c'est des militants extrêmement aguerris. C'était des clandestins. La plupart, l'écrasante majorité de son encadrement vivait dans les maquis. Ils étaient armés. Donc, c'était des gens. Et chose la plus importante aussi, c'est que l'encadrement de la Kabylie a réussi à laisser cette organisation à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle n'a pas reçu d'influence parce que le parti a traversé une crise extrêmement importante contre Metzali. Donc, donc c'était une région qui est restée bien organisée, une discipline incroyable, et c'est vraiment très important de le souligner. Et donc, ils se sont dit, mais quoi faire? Comment faire sans la Kabylie? Mais attention, la Kabylie, il y a une extension, hein, c'est l'émigration. Sans l'immigration, il n'y aura pas d'argent. Et donc, ils ont besoin doublement de la Kabylie. Et donc, ils se sont dit, mais comment faire? C'est comme ça qu'ils ont essayé de prendre contact. Mais, bien sûr, toujours avec des arrière-pensées, si on les laisse libres, peut-être que, voilà, il y aura le syndrome Kabyle. Voilà, peut-être qu'ils vont prendre je sais pas quoi, l'indépendance. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu mettre la Kabylie sous la responsabilité de l'Algérois. Et Kérim et Ouamran oublient souvent le rôle de Ouamran, qui est un rôle extrêmement important. Et donc ils disent non, et ils ont dit non, on ne peut pas. Soit on est seul, c'est une fédération. Et d'ailleurs, c'était une wilaya. Depuis 1945, c'était une wilaya à part. Et donc, ils ont dit, soit on intègre le FLN en tant que wilaya, en tant que nous-mêmes, en tant que Kabylie, sinon rien du tout. Hein. Il y a eu des tractations, il y a eu même des disputes, il y a eu des bagarres, enfin des choses pas bien qui se sont changées. Et donc, on aboutit justement à, et on aboutit à une wilaya, une zone kabyle. Et d'ailleurs, on l'a nommé Kabyle, ce qui est un peu, c'est que pose problème pour un parti nationaliste tel que le FLN. Comme pourquoi ils ont laissé le Kabyle. Donc voilà, Karim Belkacem et Amar Rahman s'imposent. Et pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ils étaient sur eux. Et puis, ils ne voulaient pas que d'autres militants, que d'autres régions
qu'il soit sous la coupe d'autres. Qu'est-ce que on est obligé malheureusement d'aller vite et je renvoie les auditeurs, les auditrices aux détails, aux multiples axes que vous proposez pour comprendre ce qui s'est passé. Mais comment se fait-il que l'on passe de 54 où la Kabylie est incontournable et les dirigeants sont relativement suffisamment puissants, forts pour faire valoir un certain nombre de leurs arguments et que l'on arrive en 62 finalement, où pour le coup, là, la Kabylie est exsangue, les maquis sont exsangues, les chefs n'ont plus aucune espèce de pouvoir et d'imposer des points de vue. Ils sont même d'ailleurs divisés. Vous expliquez par le menu ces années où il y a eu des luttes internes, des luttes fratricides, des violences absolument incroyables et insupportables quand on pense qu'effectivement ça n'était pas seulement liquidé, ce qui est déjà peut-être pas très recommandable, mais ce sont des actes de torture, quoi. Ce sont des actes de cruauté. Finalement, la Kabylie sort de ces années de guerre complètement exsangue. Et la question que j'ai envie de vous poser rapidement, peut-être trop rapidement, mais finalement, ce n'est peut-être pas tant le point de vue des autres fractions, parce qu'il y avait aussi du régionalisme par ailleurs chez les autres dirigeants du FLN, ce n'est pas tant effectivement la victoire de ces autres fractions que la défaite des Kabyles eux-mêmes. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bon, il y avait un anti-kabylisme, mais attention, il y avait aussi un sentiment anti-oranais, un sentiment anti, voilà. C'est-à-dire que, en fait, oui, faut aller vite. C'est que les gens qui ont rejoint, par exemple, le clan d'Oujda en 1962 l'ont fait parce que ils se sont sentis blessés par les chefs kabyles, chefs de la Wilaya 3. Donc, alors, l'encadrement était nul. C'est-à-dire que la plupart des gens, déjà, on les a liquidés en 56, 57, Amar al-Hamouda et les Benay. Les acteurs de 49, la plupart ont quitté parce qu'ils avaient peur. Ils ont vécu la guerre, la peur au ventre. Et puis, la Bluite a décimé la wilaya. La Bluite, c'est un complot supposé de l'armée française qui aurait infiltré le maquis kabyle. C'est ça. Et donc, elle a décimé l'encadrement kabyle. C'est des centaines de morts. Après, on dit 2000, oui, peut-être plus, je ne sais pas. Et le problème, c'est que la plupart, c'était des lettrés, du moins. Je n'utiliserai pas le mot intellectuel, mais des lettrés, des gens qui pouvaient apporter quelque chose. Vous savez, quand en 62, Mohamed El Hadj s'est retrouvé avec. Qui était le dirigeant de la Kabylie. C'est ça, le chef de la Wilaya 3 de la Kabylie, s'est retrouvé avec des gens à peine lettrés et des gens en plus qui prenaient des casseroles de portionnaires. Vous voyez, donc, bien sûr, il y avait aussi les forces, on appelle ça la répression française, le rouleau compresseur qui est passé. Et donc, ils ont aussi tué énormément de gens. Et puis, il y avait la crise des officiers libres. Et cette crise des officiers libres a vraiment donné l'occasion plus tard à Ben Bella et à Boumediene de récupérer donc des gens qui n'étaient pas d'accord avec Mohamed El Hadj. Oui, c'est ça, les officiers libres, ce sont les officiers kabyles qui ont contesté la direction de la Wilaya 3. Donc, en 62, donc l'encadrement était vraiment, la wilaya était exsangue, n'avait ni armes, ni pouvoir, ni. Et d'ailleurs, on peut l'illustrer peut-être par un point, parce que je pense que ça va intéresser pas mal de nos auditeurs et auditrices. C'est qu'est-ce qu'il s'est passé, par exemple, entre Karim El Qassem et Aban Ramdan? C'est-à-dire que
lorsque Karim el-Qassem rejoint la Tunisie, bon, vous citez Mohamed Arbi qui explique que c'est le premier coup de force de Karim en août 1957. Coup de force parce qu'en arrivant en Tunisie, finalement, il va s'allier avec Ben Tobal et Boussouf. Et donc, c'est un an après le congrès de la Soumam. Et un an après le congrès de la Soumam, il fait exactement l'inverse de ce qui avait été décidé à la Soumam. C'est-à-dire qu'effectivement, il donne le primat aux militaires sur les politiques et il va favoriser l'extérieur sur l'intérieur et il va effectivement se tourner vers d'autres forces que celles avec lesquelles il était en phase, notamment Aban Ramdan. Et vous dites, vous précisez bien effectivement, à la clé, lorsque Aban Ramdan sera éliminé, ça fera les affaires de Ben Bella. Absolument. Pas seulement de Ben Bella, mais du moins des militaires, des militaires, des dirigeants des militaires, quoi. Donc oui, la mort de Aben a sonné aussi le glas de la fin de Karim, parce qu'il pensait qu'en s'alliant avec les militaires, il pouvait prendre le pouvoir. C'est vrai, il a pris le pouvoir pendant une période, parce qu'il était quand même l'homme pivot, voilà, le ministre des Forces armées, c'est pas quelque chose de très important. Mais les autres ont comploté contre lui, et avec d'autres Kabyles. Et il y avait des erreurs aussi, des erreurs militaires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bluite a sali l'image de la Kabylie. Et Krim ne pouvait que protéger les chefs de la Wilaya 3 de l'époque. Mais en les protégeant, c'est-à-dire qu'il s'est aussi marginalisé. Il a couvert des actions. C'est ça, absolument. Donc, cette lutte pour le pouvoir, il faut le dire comme ça, entre lui et Krim, a fini certes par l'assassinat de Ben et de Krim, a fini par l'assassinat de Ben, mais aussi elle a ligué les autres contre Ben, contre Krim, justement en dénonçant son kabylisme, parce qu'il s'est entouré, ce qui n'est pas tout à fait juste, il s'est entouré de 4 Kabyles, et pas seulement. Il y avait aussi des gens de la Wilaya 1 qui étaient d'accord avec lui. Il a récupéré. Ce n'est pas les gens de la montagne, mais c'est les Chaouis de la plaine. Une question peut-être difficile, mais incontournable, parce qu'on a évoqué les violences dans la période, pendant la crise de 49. Vous montrez par le menu et parfois de manière très, très difficile à lire la violence pendant cette guerre, notamment en Kabylie. Comment expliquer? Alors, bon, c'est facile aujourd'hui de dire, de condamner toutes les formes de violence, etc. On est bien tranquille chez nous. Les conditions, comme vous le rappelez tout à l'heure, c'était quand même la guerre, et dans des conditions extrêmement difficiles. Mais enfin, quand même, on atteint parfois des sommets dans la cruauté et dans les atrocités qui sont, pour le coup, qui posent question. Et souvent, je crois, dans votre démarche, vous avez non seulement un regard d'historien, les mécanismes qui se mettent en place, etc., mais parfois, j'ai l'impression que vous cherchez aussi à trouver des explications ou des influences quasi anthropologiques, c'est-à-dire le système patriarcal, les règles qui peuvent régir tel ou tel rapport de la société. Est-ce que vous avez un regard sur cette violence, surtout sur ces formes les plus extrêmes, et quelle explication l'historien peut apporter cela? C'est une question. Un coup de cœur. Absolument, c'est une question extrêmement difficile et oui, je comprends. Il faut du temps. Bon, parce qu'en fait, on ne peut pas l'expliquer seulement par ce qui s'est passé pendant la guerre, mais il faut aller vraiment vers même l'époque turque. Donc, il y a un héritage
un héritage qui ne date pas seulement de la colonisation, mais bien avant la colonisation. Et voilà, je pense, hein, à mon avis, qu'il faut revenir à la violence pendant la période coloniale, pendant la période ottomane, mais aussi pendant la période coloniale. C'est-à-dire que, de toute façon, cette violence n'est pas tombée du ciel, hein. Même si je n'arrive pas totalement à l'expliquer aujourd'hui, mais il faut un jour trouver des explications. Après, c'est vrai que vous montrez, et on le voit bien depuis, quoi. C'est-à-dire, depuis 49, pendant la guerre, etc., c'est le mode de gestion du conflit. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas effectivement la capacité à aller. Ça s'est souvent réglé par la violence, y Oui, compris. oui, mais attention, ce n'est pas propre à la Kabylie. Oui, oui, non, 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 non. Là, lorsqu'on parlait effectivement de 49, on est effectivement dans une direction d'une formation politique qui règle déjà les choses par la violence, qui élimine les Absolument. contestataires par la violence. Non, non, bien entendu, c'est pas Ouais. une question. Parce que cette violence, on la retrouve partout. On la retrouve par exemple en Wilaya 6, combien de Kabyles qui ont été tués, égorgés, ou pour la plupart égorgés par d'autres Algériens. Et puis on retrouve aussi cette violence dans le nord-est. Oui. Et voilà, c'est une violence inouïe où des sections de Kabyles ont été passées par les armes. Oui. Deux petites questions sur cette période, ou sur le regard, ou sur l'approche. Vous semblez vous avez un ton. Vous avez un ton, c'est-à-dire bon, vous faites votre œuvre d'historien avec toute la méthodologie universitaire, scientifique, etc., qui sied à la démarche, mais on sent dans telle ou telle partie, lorsque vous évoquez telle ou telle personnalité, qu'il y a comment dire, comme une affection, une émotion pour certains ou pour certaines périodes. Vous parlez souvent, par exemple, d'un autre traumatisme mémoriel qu'on aurait tendance à oublier. Vous faites référence, évidemment, non seulement aux éliminés de 47, pardon, mais vous dites, par exemple, à propos de l'histoire officielle et à propos d'un certain nombre d'éliminations qui ont eu lieu en Kabylie, notamment, puisque c'est le sujet de vos livres, vous écrivez « Nous pouvons imaginer ce que devient ce vocable ». Le vocable, en l'occurrence, c'est traître, parce que lorsqu'on élimine, c'est bien entendu parce qu'on a affaire à un traître, ça explique tout. Donc, nous pouvons imaginer ce que devient ce vocable lorsque le seul vecteur de l'information en temps de guerre est détenu exclusivement par des chefs qui les ont condamnés. Les familles de ceux que les chefs du FLN ont assassinés ont vécu pendant longtemps la liquidation physique de leurs proches comme une honte, un passé traumatique qui ne se raconte pas. Et vous posez cette question, pourquoi la mémoire de ces victimes serait-elle altérée? Pourquoi ne pas les réhabiliter, tout simplement, demandez-vous? Et alors, on en est loin d'une réhabilitation. Et je pense même que j'ai l'impression, bon, je ne suis pas non plus un expert, mais c'est une première fois que je lis autant d'attention à ces victimes et autant de... Voilà, je vous laisse. Oui, mais ce n'est pas propre aux militants de la Kabylie. Oh Mais là, bien évidemment. absolument, je suis un être humain et, et je me pose des questions. Et c'est vrai que je pose cette fois-ci la question sur des militants kabyles, et je peux exactement poser la même question sur des militants de l'Orest ou bien je ne sais pas, d'Amérique du Sud ou d'ailleurs. Donc, Oui, mais je trouve que je reparle encore une fois du ton, hein, et encore une fois, qui ne vient pas en contradiction avec la démarche scientifique et la méthode, du ton. Et j'ai quand même l'impression que deux, trois fois dans le livre, vous insistez sur justement ces traumatismes qu'ont vécu les victimes, quelles qu'elles soient ces victimes, encore une fois. Et c'est une attention que j'ai rarement trouvée, je crois, dans d'autres ouvrages d'historiens. Oui, parce qu'il y a aussi la marque de l'anthropologie chez moi. Oui. Je me suis beaucoup intéressé à l'anthropologie parce que je pense que on est passé à côté de beaucoup de choses quand on ne fait pas attention euh, euh,
certains éléments anthropologiques. C'est très important. C'est très important de s'intéresser à l'être humain, à l'humain. Et vous savez, par exemple, cette question de pourquoi ne pas les réhabiliter, tout simplement parce que ce sont des militants. Je réponds militants. Comment un militant qui était témoin de ces massacres, comment il arrive à dire que je ne peux pas je peux pas citer leur nom pour ne pas altérer leur mémoire, pour ne pas porter atteinte à leur mémoire. Et je pense que c'est exactement le contraire qu'il fallait faire. Si ces gens ne sont pas, si ces gens sont des victimes, s'ils n'ont rien fait, au contraire, si ces gens étaient peut-être plus nationalistes que les gens qui les ont massacrés, je ne vois pas pourquoi ne pas citer les noms. Pourquoi taire leur nom? Au contraire, je vais dire qu'un tel a été tué, mais on n'avait rien à lui reprocher. Donc c'est aussi, oui, c'est humain, c'est humain. Écoutez, on va peut-être terminer notre discussion qui a laissé bien des points, bien des personnages, bien des événements de côté, peut-être aussi bien d'autres thèmes d'actualité qu'on n'a pas pu aborder. Mais je renvoie vraiment avec insistance les lecteurs à votre livre, qui est un travail d'historien, un travail, comment dire, extrêmement précis, extrêmement documenté, extrêmement sourcé, qui est d'une honnêteté et, je le dis encore une fois, d'une sensibilité qui ne gâte absolument rien à l'affaire. Donc, c'est la question Kabyle dans le nationalisme algérien. Il est paru donc aux éditions Le Croquant. Je vous rappelle... Juste une petite remarque, c'est que on oublie le deuxième titre. Le deuxième titre du livre, on le zappe souvent. Hein. Le deuxième titre du livre, c'est Comment la crise de 49 est devenue la crise berbériste. Mais il est où? Ah, mais il est à l'intérieur. Il est caché. Il est caché, il faut ouvrir. Oui, tout simplement parce que comment s'appelle l'éditeur, enfin l'éditeur n'avait pas le choix parce que sinon il aurait pris de l'espace sur la couverture. Bien sûr, sur la couverture. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien donc, voilà, il ne faudra pas oublier effectivement de tourner la première page et de voir effectivement l'ensemble du titre. Donc, je vous rappelle que demain, Souad Baba Issa s'entretiendra avec Feriel Lalami pour se poser la question des convergences entre les luttes pour l'égalité et les droits des femmes et les droits culturels. Je rappelle encore une fois que vous pouvez trouver ou commander le livre d'Ali Genoun en particulier, mais aussi tous les autres, chez notre partenaire, la librairie La Maronite, 35 rue des Maronites, et dont le téléphone est le suivant, soit 01 77 18 82 25. Je vois que M. Belkacem Tatem est avec nous, M. le Président de l'ACB. Il veut peut-être nous dire un mot. Bien sûr. D'abord, remercier Ali Genoun parce que c'était un débat passionnant. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, être un militant de la vérité, c'est quand même, je crois, le plus beau du militantisme. Mais je voulais aussi rappeler, si je peux me permettre, qu'on est aujourd'hui le 20 avril, à Souti Maziren. Donc, je voudrais rendre hommage à tous ces jeunes quand même qui se sont soulevés, dont certains ont été abattus par la gendarmerie. Ils sont maintenant, bien sûr, ceux qui ont participé à ce mouvement du 20 avril, des gens de notre âge, 60 ans et plus peut-être. Donc, je voulais leur rendre hommage en ce jour et puis remercier encore une fois Ali Genoun de son très, très beau travail et puis de l'apport qu'il fait avec ses recherches d'historien. Voilà, c'était tout. Merci. Et bien sûr, à demain. À demain. Ali Genoun, encore une fois, merci et au plaisir de se retrouver. J'espère avoir apporté quelque chose, une contribution à l'histoire contemporaine et surtout de la Kabylie d'Algérie et surtout contribuer à un débat apaisé sur ce passé. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on retient à lire votre livre. Donc bravo. Merci, bonne soirée à tous et à demain. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.